Sur les traces de son frère disparu en mer, Virginia Tangval offre avec les enfants du large une enquête captivante sur les sombres secrets de sa famille. Remettant en question la vie idyllique légendaire de son père, le navigateur Peter Tangval, sa quête déboulonne le mythe de la liberté absolue et porte l'espoir d'avoir brisé un cycle toxique. Bonjour Virginia Tangval. Bonjour. Il semble en fait que le point de départ, l'énigme, représente bien sûr votre histoire familiale, mais à la source, c'est votre identité. C'est un film vraiment sur une quête identitaire. Hein? Oui. Oui, absolument. Je crois que ça revient beaucoup dans la mythologie. C'est un archétype quand on cherche son père. En fait, c'est toujours une quête de soi, puis c'est une quête de sa nature. Oui. Mais vous parliez de mythologie, c'est intéressant parce que votre père qui a traversé les mers pendant des années, un homme extrêmement connu, qui a remporté plein de compétitions de voile au début, ce qui semble oui, c'est vrai. Dans votre, que vous avez bien mentionné dans votre film. Peter. Effectivement. Et là, il décide de prendre le large, d'aller vers cette quête absolue. Et vous parliez de mythologie, mais je voyais Ulysse. Quelque part, dans ce personnage-là, c'est cet homme finalement qui recherche la liberté à tout prix et qui est prêt presque à mourir pour cette liberté. Il l'est, et le titre de sa dernière autobiographie, c'était Athenikos, donc quel qu'en soit le prix. Et c'est vraiment ça. C'est vrai qu'au début, il s'est fait connaître. Son coup d'envoi, c'est qu'il a gagné une course transatlantique, sans moteur, sans radio. Et c'est comme ça qu'il a fait parler de lui au tout début. Mais après, il est sorti. C'est pas comme Tabarly qui était toujours dans des compétitions et que c'était vraiment un sport. Non, c'est devenu vraiment un style de vie. Et il n'y avait plus envie de faire partie de la société, puis il y avait vraiment juste envie de... Un style de vie qui va impliquer femmes et enfants. Voilà où ça devient... Oui, parce qu'il y a beaucoup de navigateurs qui naviguent en solitaire, qui impliquent pas, qui font pas des enfants, qui se marient pas et font ça tout seul. Mais lui avait besoin d'une femme. Et étrangement, il avait besoin de cette compagnie-là. Il avait envie de vivre en autarcie, séparé de la société, mais vraisemblablement, il ne supportait pas la solitude non plus. Alors ça, c'est vraiment une contradiction chez lui. Et dans cette recherche identitaire, ce qui m'a énormément touché, c'est... Tantôt, je parlais d'enquête, mais en fait, c'est plus qu'une enquête, c'est un suspense, votre film. J'avais l'impression, je veux dire, de retrouver à certains moments, je veux dire, du Hitchcock. Puis là, je pense entre autres à ces plans d'ouverture où on voit les oiseaux. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Là, on peut penser à ça. Hein? Puis, avec le son, la musique, je veux dire, on allait un peu plus loin que l'enquête. Hein? Et vous nous ameniez finalement par la suite vers... On parlait de mythologie, presque vers une tragédie. Et je trouvais que votre ouverture, elle est très juste par rapport à vos intentions. Vos arcs narratifs. Merci. Je vais vraiment prendre ça comme un super compliment parce que oui, c'est une quête identitaire, mais j'avais envie que ce soit un film excitant à suivre, qu'on se sente happé, qu'on ait peur, qu'on ait envie de savoir la suite. Et alors j'ai emprunté quand même au code du thriller et du suspense pour créer ça. Je crois que peu importe l'intelligence ou la philosophie d'un film, c'est important en tant que réalisateur de divertir aussi. Et parfois, je trouve que c'est vu avec un peu de mépris de cette volonté de divertir, mais c'était vraiment important pour moi. Et oui, Hitchcock, j'y avais pas pensé, mais en effet, les oiseaux, c'était quelque chose d'un peu mystique. C'était... avec l'eau, le plan au large, même vos choix d'angle de caméra. La musique. Et la musique. Incroyable. Comme un destin qui plane au-dessus de notre tête. Et ouais, là, j'avais un excellent compositeur, absolument, oui. Mes souvenirs, mes études universitaires, la psychanalyse de Jung, imagine, c'est loin, là, c'est très loin. Les oiseaux peuvent être un symbole de folie. Là, j'ai dit, parce qu'après, Thomas, le mot névrose est utilisé et tout.
Je dis, donc c'était comme symbolique pour un psychanalyste. Ça ne veut pas dire que vous aviez à souscrire à cette idée, mais l'aspect Hitchcock est certain, ça c'est sûr, parce que là, on peut pas ne pas... Ben, je connaissais pas cette analyse, mais comme quoi les archétypes c'est très puissant parce que en fait les archétypes c'était en fait c'est déjà imprégné dans moi et dans nous et oui ça reflète parfaitement ce que je voulais dire avec les oiseaux. Ah bon. Parce que bien sûr vous suivez la trace de votre frère Thomas qui a décidé de suivre lui-même la trace de son père. Mais moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est l'ouverture et la fermeture de votre film, qui se conclut sur des images de votre fille. Vous ressentiez cette volonté de lui transmettre une certaine forme d'héritage ou de mettre fin à un cycle en se disant, il faudrait pas... Déjà, moi, j'en ai... Parce que dans le film... Vous le mentionnez à plusieurs moments que vous avez subi les contre-coups, je veux dire, de toute subi plusieurs choses. Cette traversée. Et là, je voyais ça comme une volonté de mettre fin à un processus en disant cet enfant-là n'aura pas à vivre les mêmes questionnements que les miens. Absolument, c'était vraiment ça. C'est mon fils en passant, mais c'est vrai qu'à cet âge, je suis désolé. À cet âge-là, il s'appelle Orphée parce que je suis vraiment mordue de mythologie. Mais c'est absolument parce que c'est une histoire, c'est un film sur l'héritage aussi. Alors c'est qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on transmet, cette volonté de briser un cycle. Et c'est vrai que les histoires, ça change vraiment notre vision du monde, notre vision de nous, notre vision de comment on doit vivre notre vie. Parce que avant d'avoir fait ce film, je voulais pas d'enfant. Et c'est vraiment en faisant la démarche que j'ai faite pour trouver des solutions scénaristiques. Il a fallu que je cherche vraiment des solutions en moi. Et j'ai compris que mon ennemi de la liberté, c'était pas les autres, c'était pas les enfants, c'était une sorte de rigidité psychologique ou idéologique comme mon père avait, et que j'avais plus envie d'être parmi les autres, de vivre en amitié avec le monde et d'être dans la vie, de donner la vie. Alors oui, ça... Une forme de rupture. C'est une rupture, oui. L'héritage du père. Oui. Hein? Et aussi, il y a la chanson. Hein? Moi, l'ego est là. Là, je regarde au générique, vous avez composé, vous avez écrit. J'ai pas écrit cette chanson-là. Non, je pensais que j'avais vu votre nom, alors je pensais... Je l'ai chanté. C'est ça. Oui, oui. Ah, ben c'est beau aussi, la chanson, et ça laisse aussi sur... j'attends. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Et je trouvais que c'est une belle finale, ça aussi. Ce film est rempli d'archives. Hein? Oui. Beaucoup. Il y a des photos. Et elle est chanceuse. Une boîte totalement hermétique, fermée, qui a permis de... Non, mais c'est comme un coffre trésor. Parce que là, le bateau est perdu. Et là, il y a une boîte. On ouvre. Parce qu'on ne veut pas tout dire, mais effectivement, son père est décédé sur la mer, et Thomas aussi. C'est pas un scoop, on pouvait un peu s'en douter. Guy, on pouvait un peu s'en douter. Mais non, mais c'est vrai quand même, là, c'est une boîte miraculeuse. C'est inespéré, c'est extraordinaire. Ça. Et ça, c'est après le naufrage sur l'île de Bonaire, qui est une petite île juste au nord du Venezuela, qui est entourée de récifs absolument horrifiants. C'est très, très dangereux et très profond, comme crevasse. Les gens de l'île étaient tellement bouleversés quand ils ont su qu'il y avait eu un naufrage là et qu'il y avait eu des morts, qui sont partis à la recherche d'éléments pour récolter tout ce qu'ils pouvaient pour le remettre à mon frère qui était à l'hôpital à cette époque-là. Et parmi ces objets-là, il y avait une boîte fermée hermétiquement à l'épreuve de l'eau avec toutes les photos de famille. Ben, c'était les Polaroids. Ouais. C'est ça? Non, les diapositives. Pardon, les diapositives, je veux dire, oui. Et ça, c'était des photos de ma mère enceinte, de ma sœur et moi. Toi. Et quand t'es né en mer et t'es né à bord d'un bateau qui a fait naufrage, t'as l'impression de venir de nulle part, mais au point où tu te demandes si ça a vraiment existé, tout ça. Parce que c'est tellement immatériel. Alors, mais tu étais bien jeune. Hein? Oui. Ben, j'ai pas de souvenirs en plus, alors, mais d'avoir ces preuves que on a vraiment existé
que c'était vraiment important pour moi. Et ce qui est aussi fascinant dans votre film, c'est que il y a des récits qui se sont construits autour de votre père. Ah ben oui. Et entre autres, vous rencontrez une dame qui s'appelle Kathleen, Oui. Qui travaille pour une agence photo-reportage, cet ordre-là. Et là, on s'aperçoit, je veux dire, que votre père existait dans une forme de récit presque mythologique également. Oui. Et votre film participe un peu à la déconstruction de ces récits pour retrouver peut-être le récit, je dirais, zéro, le récit fondamental. Et c'est la beauté de votre film, c'est qu'on déconstruit quelque chose pour reconstruire, finalement, l'histoire de votre famille. Absolument. Et il y a, avec les mêmes événements d'une vie, et le même chaos d'une vie, on peut, sans mentir, ni l'un ni l'autre, on peut construire des récits complètement différents. Et il faut prêter attention aux récits qu'on écoute et qu'on construit parce que ça dirige notre vie, ça forme comment on se voit, comment on voit notre rôle dans le monde, comment on comprend la vie, en fait. Et mon père avait construit un récit qui est devenu une mythologie. Okay. Et il y avait un problème, il y avait une logique interne à son récit qui avait créé une équation entre la liberté et la mort. Et moi, comme je voulais être libre, je me sentais vouée à la mort. Et je crois que c'était très dangereux. Et je crois que c'est ça qui a tué mon frère. Très dangereux. Ouais. Parce que vous moi, j'ai vu ce film-là en partie comme un cri du cœur, 2 points, ouvrez les guillemets, parents, soyez amoureux, soyez vigilants, je sais pas, mais c'était comme... Moi, j'ai reçu ça comme un cri du cœur, quelqu'un qui dit « Parents, ayez des enfants, mais occupez-vous-en. » Je sais pas, j'ai reçu ça un peu comme de cette façon-là. Hein? Oui, je crois que la déconstruction que j'ai faite, c'était de comprendre que mon père, quand il disait « quel qu'en soit la liberté, quel qu'en soit le prix », mais le prix, c'était nous. Alors, il faut voir cette vérité en face si on décide d'idéaliser mon père et d'idéaliser sa quête de liberté. Ben, il faut voir ça en face aussi. Oui, et tu le fais. Et c'est un film très complexe. Hein? J'imagine que le montage était sûrement difficile à oui, faire, c'est vrai, parce que le film se construit autour, bien sûr, de parler d'archives, mais aussi autour de plusieurs rencontres. Il y a 3 histoires. Il y a la vôtre, il y a celle de Thomas, votre frère, puis il y a celle de votre père. Peter, Thomas, qui viennent finalement un peu par se regrouper. Comment vous avez réfléchi à la structure de tous ces actes narratifs pour que ça donne un sens? D'après les dates, il y a une dimension chronologique. Hein, quand je notais des dates, là, par exemple, là, pas trop, là, 1964, 1979, bon, en partie chronologique, hein, en partie. Pas totalement. C'était assez compliqué parce que si ça avait été chronologique, ça aurait été l'histoire de mon père et puis après l'histoire de mon frère. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'était l'histoire d'un destin qui nous rassemblait tous les 3. Alors c'était ni mon histoire, ni celle de mon père, ni celle de mon frère, mais celle du destin qui nous reliait. Donc, le mur était recouvert de, ça peut fonctionner comme fiches. Ça. Ah oui. Il y a parfois des sciences qui font ça sur le mur avec des... Ah oui. Franchement, parce que c'est trop énorme pour pouvoir réfléchir. J'avais mon monteur, Elric Robichon, qui est absolument brillant. Alors ça a été essentiel. Et ça nous a pris du temps pour trouver quelque chose qui fonctionnait. Pendant longtemps, ça fonctionnait plus ou moins et j'avais peur un petit peu. Mais c'est la force de votre film parce que dès le départ, on voit ces photos sur le mur, on voit ces photos qui vous encerclent, je veux dire, sur le sol, avec une prise de vue un peu aérienne. Et pendant, je dirais, minimalement les 45 premières minutes, la moitié du film, vous êtes toujours à la recherche. On vous suit, je veux dire, dans cette recherche-là. Et le fait de ne pas savoir, le fait de faire confiance, finalement, presque à l'imprévu, devient la source d'intérêt de votre film. D'avoir tout su, puis de pas vous avoir... d'avoir mis peut-être trop d'emphase sur « voici ce que je recherche », au lieu de se laisser guider par ces recherches, n'aurait sûrement pas été le même film.
oui. Oui, mais c'est aussi le propre un peu d'un thriller aussi. C'est une enquête, alors j'ai voulu avoir un peu de ça. Mais oui. Ah, si tu oublies ce que j'ai dit. On parlait des arcs narratifs. Donc, avec le montage s'est construit comme ça, là, assez facilement après, oui. Oh non, c'était c'était difficile. Non, mais je l'ai vraiment scénarisé avant. J'y ai pensé comme si c'était une fiction. Moi, je viens du monde de la fiction. Alors, j'ai vraiment pensé aux 3 arcs. J'ai pensé à une structure classique avec une révélation à la fin. Mais il fallait faire coïncider la révélation de mon père, de mon frère, la mienne. Il fallait que ce soit assez harmonieux. Mais malgré le fait que ça a été scénarisé. Ça, c'est curieux. Il a quand même fallu le trouver au montage. Et c'était quand même un défi de le trouver au montage. Mais au final, le montage ressemble beaucoup au scénario. Alors ça, c'est assez curieux. Mais oui, c'était comme ça, la démarche. C'était assez long à monter. Oui. Il y a un travail, je veux dire, aussi photographique fort, révélateur. J'ai marqué, c'est Glauco, Bernardès et Étienne Roussy, hein, qui étaient à la photo. Mais ça va être, parce que la mer est importante, l'eau. La mer est importante, mais ce qui est fascinant, je trouve, dans son film, Pierre, on a vu beaucoup de films, hein, avec cette belle mer bleue, alors que là, vous aviez comme cherché à nous présenter une mer qui est un peu différente, hein, beaucoup plus trouble, avec beaucoup plus de flou, entre guillemets, à la mer. Inquiétante, hein? Inquiétante, avec des plans où on est dans l'eau, entre guillemets, pour essayer de comprendre c'est quoi cette force de la nature. Ça aussi, c'est intéressant parce que on parlait de suspense, mais ça l'amène une dimension, je veux dire, différente de notre rapport qu'on a à cette mer idyllique-là. Absolument. Je me réjouis de vos questions parce que c'est... Oui, votre analyse est exacte. J'avais voulu une mer qui était avec du brouillard. C'était assez difficile à trouver, le brouillard. On a navigué longtemps à la recherche de brouillard. Mais je voulais que ce soit trouble, opaque, qu'on ne sache pas ce qu'il y a de plus loin. Ça, c'était très important pour moi. Aussi, la mer, c'était pour représenter ma quête identitaire. Et la mer, ça représente aussi, selon Jung, l'inconscient. Alors, c'était plonger dans mon inconscient, plonger dans la force de la mer qu'on ne connaît pas et où on ne sait pas à quoi s'attendre, mais aussi de plonger dans notre inconscient où on ne sait pas ce qu'on va trouver là, on ne sait pas si on va être brisé par ça ou pas. C'est quand même un risque, on est transformé. Alors, l'eau, ça représentait, les dynamismes de la psyché, de l'inconscient, en fait, oui. C'est vraiment au cœur de votre récit. Parce que de dire tout ça, c'est parler du naufrage, Peter, Thomas et tout, c'est la zone la d'ombre. Peur. Hein? C'est toute cette zone d'ombre que vous réussissez à vous réussissez à donner des images à cette zone-là d'ombre. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est immatériel, l'eau. Okay? Et même votre quête, elle est immatérielle. Donc, comment se servir du cinéma pour arriver à transmettre cette émotion-là? Je veux redire la musique. Hein? Ouais, moi, à un certain moment donné, c'est l'image de la mer, mais vraiment, peut-être que je suis un gars d'oreille, mais la musique c'était elle aussi, la mer à sa façon. Mais c'est le compositeur Rémi Boubal qui est exceptionnel, qui est très humble, on dirait que ça va toujours ensemble, ou ça va souvent ensemble. Mais il y a quelque chose de magique avec le cinéma, c'est où on peut créer quelque chose qui transcende les mots. Alors, on peut communiquer une expérience humaine qu'on ne pourrait pas mettre en mots, mais c'est au travers la poésie des images et des sons et le lien, comment tous ces éléments-là jouent ensemble, qu'on peut créer une sensation qu'on reconnaît en tant qu'humain, mais qu'on ne saurait pas tout à fait décrire. Un peu comme la musique. Oui, c'est musical dans le fond, votre film. Oui, c'est vrai.
Vous êtes une fille de musique? Oui, mais j'ai étudié la guitare classique à l'université. Ah, parce que votre film est musical, définitivement, dans sa structure, dans tout. Il y a énormément de gens que vous rencontrez. Puis, je vous le mentionnais avant d'entrer en ondes, j'avais l'impression que, parce qu'on ne l'a pas mentionné, vous avez écrit également un livre sur cette quête, et j'avais l'impression que tous ces gens, ces éléments temporels que vous abordez dans le film sont un peu des chapitres vers cette grande aventure. Moi, ce qui m'a aussi énormément frappé, c'est que les gens que vous rencontrez parlent très franchement de votre père. Oui, et de votre frère également. Oui, tu sais, son grand ami, oui, il y avait peut-être une névrose, c'est comme... Oui, et puis la marraine de Thomas, qui le défend, qui à la fois protège Peter, mais qui se dit, ben, peut-être qu'elle a toute fin, c'est un peu fou, là, ce qu'elle fait. Oui, mais certains, c'est un peu criminel, il y a un emploie le mot criminel à un moment donné. C'était criminel. Et ces gens parlaient vraiment ouvertement. C'était difficile? Ou vous avez eu la surprise de dire, ah, ces gens-là avaient le goût de parler, finalement. Vous avez plus au bon moment. Il y a des gens qui étaient plutôt pudiques, qui voulaient me préserver. Moi, de mon côté, j'essayais de ne pas les influencer, de ne pas dire ni du bien ni du mal de mon père, juste vraiment essayer de comprendre. C'est là que je trouvais que j'avais des gens qui avaient peur des mots, comme Karine, une navigatrice formidable, une poétesse. Elle tournait toujours autour. Et dans l'entrevue, j'essayais de lui faire dire juste les mots. On dirait que les mots lui faisaient peur. Et il y en a d'autres. France, une autre navigatrice que j'ai appelée. Quand j'ai trouvé son nom dans les lettres de mon père il fait référence. Je la trouve, je l'appelle. Elle me dit, ça fait 40 ans que j'attends votre appel. Et elle en avait sur le cœur. Alors elle s'est lâchée. Mais il y a des segments. Parce qu'on ne veut pas tout dire, mais il y a des segments qui sont très forts. Oui. Je parlais bien sûr de Kathleen. Il y a la marraine qu'on ouvre avec cette femme-là. Mais il y a aussi cette France, navigatrice. Et dès vous rentrez, puis vous lui demandez, est-ce que je ressemble à mon père? Et elle vous dit non. Puis les yeux reviennent souvent dans votre film, le regard. Un regard perçant. Tu as-tu l'expression regard perçant? Et elle dit non, vous n'avez pas les mêmes yeux et les vôtres sont humains. Ouais. Et là, tu sentais que cette femme portait, je veux dire, en elle un drame, qu'elle avait vu venir les choses, puis elle l'a dit dans le film, et qu'elle se sentait coupable, responsable de la mort de... C'était à ce moment-là... Lydia. C'est la mère de mon frère, oui, qui est disparue en mer sur la mer des... Comme il va pour Carmen, Philippines. Tu vas faire une dédicace même pour Carmen, hein? Pour Carmen, ça c'est une autre... c'est après les deux sont mortes en mer, mais la mère de mon frère, elle était assassinée par des pirates, selon mon père. Mais d'après, ouais. Ou par mon père, selon d'autres spéculations, on ne saura jamais. C'est la pardon. C'est la pardon, oui. C'est la pardon. Et Hugo, à la régie, nous dit qu'il n'aurait jamais assez de temps pour en parler pendant des heures et des heures. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans le film. Il y a beaucoup de choses. Et le témoignage. Il y a le témoignage aussi de la belle-mère de Thomas, Iblis, qui est magnifique, qui est révélateur de ce qui s'en vient. Mais c'est le témoignage de votre mère également. Parce que, oui, vous êtes né sur ce bateau, vous l'avez quitté vers 2-3 ans, parce que votre mère s'est enfuie, en comprenant très bien un peu la névrose déjà qui s'installait chez votre père. Et là, c'est comme si elle aussi, je veux dire, nous déballait son histoire, et essayait, de vous faire comprendre les raisons pour lesquelles elle l'a quitté, en vous disant « je t'aime ». J'étais protégé et tout. Il y avait quelque chose de très humain dans cette rencontre avec votre mère, Florence. Oui, et ma mère, je dirais que j'ai eu l'impression inverse, en fait. J'avais l'impression que elle me livrait son témoignage à contre-cœur, vraiment, parce que je lui demandais, elle le faisait pour moi, comme un cadeau pour moi, mais c'est très douloureux pour elle. Elle n'aime pas en parler. Sûrement. Elle n'aime pas... c'est la perte de ma sœur, c'est la tragédie de sa vie. Alors, je trouvais que au contraire, elle était plutôt pudique, mais elle a quand même... Non, c'est vrai, elle a dit des choses dures, oui.
Oui, oui. Ah, j'avais quand même noté. C'est vrai. Je reviens sur ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai. Elle parlait, entre autres, de la vision un peu romantique de la liberté. Puis elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus aucune joie de vivre. Parlant de votre père, quelqu'un de très reclus. Pour le voyage de l'arrivée. Non, c'est... Qu'elle avait l'impression d'être dans une secte et que les gens lui appartenaient. Oui, c'est vrai. Et qu'entre... Et là, c'est intéressant parce que, oui, Hugo dit qu'il ne reste plus de temps. Puis on revient à ce qu'on mentionnait. Je pense que votre mère, au début, avait cette vision un peu idyllique et romantique de la liberté. Et lorsqu'elle a été confrontée, je veux dire, à cette liberté recherchée par votre père, là, il y avait vraiment un écart entre l'image qu'on se fait de ce mot, la liberté, et la réalité de la liberté. Et je trouvais que son témoignage résumait très bien, finalement, un peu votre quête à vous. Oui, en fait, ce que ma mère a vu, c'est que cet idéal de liberté s'était refermé sur eux et qu'ils s'étaient retrouvés piégés et que, ironiquement, ils n'étaient pas libres du tout, ils étaient tout l'inverse de libre. Et elle a réalisé qu'elle se sentait enfermée dans une secte et vraiment sur un coup de tête, dans un sentiment de, j'imagine, une pulsion de survie. Elle est allée faire des courses et elle a décidé de ne pas revenir. Merci beaucoup, Virginia. Merci à vous. C'est tout le temps qu'on avait. On a pu continuer à parler. Très, très beau film, Les Enfants du Large, qui ont pris l'affiche depuis hier. Mais aujourd'hui, à 1h cet après-midi, vous allez être au cinéma pour répondre à des questions. Et ce soir, à la Cinémathèque québécoise, vous n'ennuyez pas, on a bien, je veux dire, organisé votre horaire. Oui. On invite tous les gens à aller voir le film, très belle quête. Sur le grand écran aussi. Il faut voir sur le grand écran, effectivement. Merci beaucoup, Virginie. C'est moi qui vous remercie. Merci.